La bête du Gévaudan, ou bien le monstre du Gévaudan, c'est comme vous préférez, est une créature aux allures mythiques mais qui est pourtant bien réelle. Effectivement, c'est une histoire saupoudrée d'un petit peu, voire même de beaucoup de poudre folklorique. C'est surtout une légende qui a su traverser les époques et qui aujourd'hui est tellement ancrée dans la culture populaire au travers de séries telles que Teen Wolf par exemple, pour ne citer qu'elle, ou bien au travers de jeux vidéo comme La Bête du Gévaudan sorti en 85, ou encore Gévaudan, un petit jeu indépendant français qui connaît une énorme hype en ce moment. Bref, je disais donc, tellement ancrée dans la culture populaire qu'on ne peut louper cette fameuse histoire, surtout sur le YouTube français, elle est tellement développée qu'au final on ne peut pas passer à côté. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire absolument fantastique, qui est la Bête du Gévaudan. Tout commence en 1764, et plus précisément en juin 1764, quand la jeune bergère Jeanne Boulet se fera sauvagement attaquer dans le comté du Gévaudan. Son corps sera retrouvé mutilé, même massacré et méconnaissable quelques heures plus tard. Alors qu'aujourd'hui cette affaire s'emparerait de tous les unes des plus gros journaux nationaux, mais alors à l'époque, ils en ont rien à cirer. Déjà parce que les familles avaient tous 12 gosses, et ensuite, eh bien parce que les attaques de loups étaient assez fréquents dans ce petit comté du Gévaudan. Sauf que ce genre d'attaques vont se multiplier au cours de l'année. C'est là qu'effectivement les journaux vont commencer à s'emparer de l'affaire et à en faire les unes. Pourquoi ? Eh bien parce que les victimes commencent à se ressembler. Le même mode opératoire continue et se perpétue. Alors ça semble bizarre, c'est pour ça que quelques témoignages sont récoltés. Problème, eh bien dans ces témoignages, il y a beaucoup de folklorique. Tellement que certaines personnes disent avoir vu une bête démoniaque avec des yeux rouges, une masse anormalement grande pour un caniné, alors que d'autres disent avoir vu une petite bête complètement inoffensive. C'est là qu'une autre Jeanne, Marie-Jeanne Vallée, va apparaître. Elle aurait carrément pu mettre à mal la bête, en la chassant, en la poignardant ventrailles. Ouais, sacré bout de femme, hein. Je peux vous jurer que si c'est votre meuf, c'est vous qui faites la cuisine. Enfin, bref, croyez-moi, cette histoire, ça va continuer. C'est alors en fin 1764 que les journaux vont s'emparer d'une affaire qu'ils appelleront d'ores et déjà la Bête du Gévaudan. En y intégrant bien évidemment tous les témoignages les plus flippants et les plus sordides afin de matrixer toute la France entière. Merci les gars, c'est sympa. Mais c'est pas grave parce que notre héros, je rigole, notre bolos, vous allez comprendre pourquoi, le capitaine aide-major Jean-Baptiste Duhamel de l'armée française alors à l'époque, lui qui est originaire de la contrée du Gévaudan, va s'occuper de cette affaire personnellement en amenant avec lui des habitants du Gévaudan, des chasseurs du Gévaudan et même des chasseurs extérieurs à la contrée du Gévaudan. Problème, il n'y arrivera pas. Et encore un autre problème, il nous donnera une définition hyper bancale de la bête en nous disant que ce n'est pas non un gros loup mais une sorte de gros chat. En plus de ça, le père serait un lion et la mère encore un animal inconnu. Et avec ça, la bête aurait une sorte de grande bande noire qui commencerait à la tête et qui finirait à la queue. C'est sympa Jean-Baptiste, merci, mais alors là tu ne sers à rien du tout. Mais c'est pas grave, parce que un homme pas très connu encore à l'époque, Louis XV, c'est bon je rigole, lui va entendre cette histoire tout simplement en accueillant dans son château des jeunes qui auraient réussi à faire fuir la bête via, non pas une baïonnette, non pas un fusil, non pas une fourche, mais avec un bout de bois. Vous y croyez pas, je suis pas votre père, hein. Allez-y, faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pas grave, parce que lui, il va prendre cette histoire très au sérieux, Louis XV, et notre roi de l'époque enverra tout simplement ses chasseurs personnels traquer la bête. Bien évidemment, vous savez que l'histoire elle dure 3 ans et pas seulement 1 année et demie, donc ça foire. La continuité de notre année 1765, Louis XV a encore une dernière carte dans sa manche. L'arme atomique. Et c'est là qu'il censé... Attends, mais c'est pas censé apparaître 2 siècles après? Ah non! C'est alors que notre roi de l'époque a une dernière carte dans sa manche, son garde du corps personnel, qui lui ira traquer la bête et de quelle manière? Il réussira à arracher la tête d'un loup, à la découper. Il l'amènera au château, il la montrera à tout le monde va boire, festoyer, mais 2 mois plus tard les attaques reprennent.
C'est à se demander même si la bête n'a pas quasiment un QI humain. Hein. Elle se fait chasser, elle se cache pendant 2 mois, et elle revient peu après. Ça voudrait dire donc que la chasse de cette bête n'est pas pour se nourrir, mais juste pour le plaisir. Alors, soit cette bête est psychopathe, soit c'est autre chose. Dommage pour vous, on ne sait toujours pas. Alors, entre 1765 et 1767, soit pendant 2 ans et demi, la bête fera une 50aine, voire même une 60aine de morts. Ce bilan affligeant se terminera quand un beau jour de 19 juin 1767, un certain Jean Chastel, chasseur du Gévaudan, réussira à abattre la bête d'une balle dans la tête. Heureusement, après ça, plus aucune mort, plus aucune apparition terrifiante, plus rien. Non, c'est fini, effectivement, pour de bon. Et si vous voulez une description plus sérieuse de la bête que les chasseurs de l'époque nous ont donnée, ça donne ça. La bête aurait quelque chose du loup, mais pas tout à fait. Une tête terrifiante, hideuse même. Un pelage rouge, blanc et même gris. Et quelque chose que les chasseurs eux-mêmes n'avaient jamais vu auparavant. Faut avouer que même si c'est pas la description la plus précise qu'on ait eue depuis la création de l'humanité, c'est quand même assez flippant, hein, ça fout les frissons dans le dos. Maintenant, la théorie la plus probable sur la bête du Gévaudan, qu'elle aurait en réalité été une hyène. Ouais, une simple hyène. On aurait sans doute préféré quelque chose de plus folklorique, ou même de plus mythique, mais non. En fait, ça serait en réalité peut-être une hyène qui se serait échappée d'un zoo à proximité. Et c'est vrai que dit comme ça, bah ça fait sens. Hein. Effectivement, une bête qui aurait un manteau, enfin un pelage rouge, enfin plutôt orangé en réalité, avec la continuité du poil gris et blanc, bah ça ressemble carrément à une hyène. Surtout si la hyène s'est baignée au préalable dans le sang. Ensuite, rappelez-vous de ce que nous avait dit notre cher ami Jean-Baptiste Duhamel. Il nous avait dit que la bête ressemblait et à un lion et à quelque chose de méconnaissable. Ça ressemble quand même vachement à une hyène, hein. Ça ressemble à une sorte de lion croisé chien. En plus de ça, c'est quand même sacrément intelligent. Et là, vous avez le combo parfait pour une hyène, pour la bête du Gévaudan. Sauf que, en fait, on ne saura jamais. On saura sans doute jamais, puisque les journaux de l'époque ne font pas référence de la bête. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas la réponse. Alors, cette théorie, elle est encore plus bancale que la définition de Jean-Baptiste. Mais c'est pas grave, parce que si vous voulez encore plus vous informer sur le sujet, dans l'horreur surtout, je vous conseille la vidéo de Lionel Camille, qui est vraiment excellente sur ce sujet et qui traite de cette affaire-là d'une manière vachement plus terrifiante. Hein. Enfin bref, moi c'était juste Maxime, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.